Alors, bonjour, c'est Béatrice Petit-Demange. Je suis connectrice. Connectrice parce que je dissout et résous les conflits qui sont entre conscient et inconscient avec l'énergie de l'amour que vous êtes. J'adore dire ça maintenant parce que c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle interview avec Camille. Aide-moi s'il te plaît, je ne suis pas entraînée Camille avant. Farge. 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 Ah, Camille Farge. Une femme très spéciale. Et c'est vrai. Et qui m'a plu tout de suite la première fois que je t'ai rencontrée. Je tombe un peu amoureuse, tu vois, moi, des gens. Et Oh, voilà, je pense que j'ai eu un coup de foudre, voilà. Genre. plaisir. Et puis voilà, donc elle va parler d'elle parce que c'est une femme qui a 4 enfants avec 4 pères différents, par exemple, qui a voyagé le monde dans un bateau. Euh, Mm. Euh, Bah vas-y, raconte-toi, parce que je veux pas raconter ta vie. C'est toi qui dois raconter Bon, ta bon, vie. alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais effectivement, j'ai une vie qui est très atypique. À savoir que je suis partie à 21 ans en voilier sans savoir naviguer, avec un compagnon qui savait un tout petit peu plus que moi. Et donc, j'ai commencé ma vie, on était parti pour vivre juste une traversée de l'Atlantique. Et en fait, comme on n'y connaissait rien, on a été pris par les tempêtes, par les mauvais temps, et qui fait qu'en définitive, notre voyage a duré beaucoup plus que prévu. Et il a fallu que je gagne des sous en route. Et j'étais kiné. J'ai eu la chance d'avoir un métier manuel et je pouvais l'exporter partout. Et donc, dès les 6 mois de voyage en bateau, en fait, comme on n'avait plus de sous, je suis remontée en France travailler 2 mois. Et on a continué le voyage et du coup, on s'est rendu compte enfin, qu'on pouvait vivre autrement, c'est-à-dire travailler 2 mois par an et dépenser pas trop et vivre en voyage et qui a fait que mon parcours en fait a duré 10 ans sur un bateau. Et entre-temps, évidemment, je suis tombée enceinte. Enfin, évidemment, pas évidemment, mais bon, bref, c'est arrivé. Et il y a promiscuité du bateau, on va dire. Et, euh, et en fait, ce qui est génial en bateau, c'est que et c'est une merveilleuse école, le voyage, c'est-à-dire que j'ai réalisé qu'on pouvait vivre autrement. Mais par hasard, c'était pas à la recherche tu vois, j'avais l'idée de je fais juste 6 mois et je retourne travailler en tant que kiné, hôpital, clinique, libéral. Et en fait, en voyage, j'ai vu des gens qui vivaient depuis 20 ans en bateau. Je me dis, mais vous faites comment? Ben, on fait comme ça. Et donc, petit à petit, tu apprends qu'il y a d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de vivre. Euh, moi, je suis tombée enceinte, j'avais pas de sécu parce qu'on ne travaillait pas et je ne savais même pas qu'on pouvait prendre des sécurités sociales à distance. Puis de toute façon, on n'avait pas les sous. Mais je me suis dit, en tant que kiné, oh, je connais mon corps, tant que je suis en bonne santé, bah, j'y vais, quoi. Et puis on verra bien. Et ce qui se détache de mon expérience maintenant que j'ai 47 ans, c'est que j'ai pas les mêmes peurs que les gens. C'est-à-dire que j'ai une super copine, quand je lui dis je pars en bateau, elle me regarde, mais tu sais pas naviguer. Je lui dis c'est pas grave, je vais apprendre. Et en fait, avant de. Mais je me lance. Alors, oui, je me prends parfois un petit peu des murs dans. Hein, mais je trouve toujours une porte. Et donc, mon parcours a été effectivement complètement différent de ceux de mon âge, par exemple, parce que j'ai eu une fille tôt, enfin, j'ai eu des enfants tôt, en voyageant, sans avoir de boulot fixe, de maison, de voiture, de sécurité, on va dire, matérielle et financière. Mais bon, par contre, un parcours de vie qui est quand même extrêmement passionnant. C'est-à-dire, je ne me suis jamais ennuyée une seule minute dans ma vie. Et ça, c'est quand même une super chance, quoi. Et je le sais, je me rends compte de ça. Et après, d'où, en fait, toute ma vie a été axée via cette atypicité, Mhm, comment on mhm, peut dire, mhm. euh, qui a fait que comme je suis tombée enceinte, par exemple, de Maloé, et que je voulais pas m'arrêter de naviguer, ben, j'ai pas eu de suivi médical parce que je pouvais pas avoir. Et donc, après, j'ai tout géré moi-même, ma grossesse, en disant, il faut que je fasse attention à mon alimentation, il faut que je fasse attention à moi. Par contre, je suis rentrée en France pour accoucher, parce qu'accoucher sur un bateau, quand tu ne sais pas, c'est compliqué. Et mon compagnon, non, 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 il n'est pas question.
Donc là, je suis rentrée en France faire Maloué. Et puis j'ai continué avec mon bébé à voyager en Afrique, un peu partout. Et ce qui est génial, c'est aussi que tu te rends compte en voyageant, c'est les femmes au Cap-Vert qui m'ont tout appris pour les bébés. Il n'y avait pas de couches jetables, par exemple. Il n'y avait que des couches lavables. Et ça tombait bien parce que je n'avais pas tellement de sous pour acheter ça. Donc, en fait, j'ai tout appris des femmes à élever mon bébé. Et en fait, tu as besoin de quasiment rien. C'est ça qui est génial. J'avais un pagne que j'accrochais à mon bébé, j'avais pas de poussette, j'avais pas de machin, et j'allaitais et pas de biberon, pas d'histoire de bzz bzz où tu mixes des soupes parce qu'en bateau t'as pas d'électricité, t'as pas de frigo, nous on avait vraiment un tout petit bateau, tu vois. Et donc quelque part dans mon parcours, j'ai appris un espèce d'essentiel de quoi on a besoin pour vivre. Peut-être un petit toit. Tu vois, s'il pleut, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, on avait le bateau. Après, j'ai aussi voyagé en camionnette parce qu'on laissait le bateau dans le. Quand je suis partie accoucher de Maloué, par exemple, on a mis la camionnette, on a mis le bateau qui était à Dakar à l'époque, on est remonté en avion et puis on est redescendu en camion parce qu'on avait besoin d'une ancre avec de la chaîne pour le bateau et on n'en trouvait pas au Sénégal. Donc on s'est dit, on va prendre une camionnette et on a fait notre Paris-Dakar à nous, tu vois, avec 3 nuits dans le désert avec le bébé, le machin, les trucs. Et les gens me disaient, mais t'es folle ou quoi? Mais je dis, mais ils n'avaient pas vu, il y a plein de Mauritaniens qui vivent là avec des bébés. Oui. Ils vivent. Pourquoi le mien, il ne vivrait pas? C'est quoi la différence entre un petit blanc et un petit Mauritanien? Ils sont plus faibles, les miens? Tu vois, ça m'énervait. Donc bref, on continuait le voyage. Et tout en route comme ça, en fait, tu apprends que tu n'as pas besoin de grand-chose, quoi. Et donc ça a bien marqué, si tu veux, ma formation, mon éducation maternelle, on va dire, tu vois, en tant que maman, qu'est-ce qu'un enfant a besoin. Qui fait que je ne me suis jamais compliqué la vie à dire il faut pour les enfants plein de trucs matériels. En plus, en bateau, tu n'as pas de place. Tu peux pas avoir le super jeu pour gamins à 3 étages avec rempli de poupées, quoi. Ils avaient ce qu'il y avait. Donc, ça aussi, tu apprends à réduire au minimum ce que tu as. Tu ne peux pas surcharger. Donc, voilà, c'est vrai que cette expérience qui m'est tombée dessus, je vais te dire, pas par choix, par hasard, et que j'ai une capacité de m'adapter assez facilement, en fait, qui a fait que, effectivement, j'ai toujours su, du coup, avec les enfants, avec l'éducation, savoir ce qui était du superflu et de l'essentiel. Alors, je ne dis pas que j'ai toujours été bonne maman, hein. J'ai raté plein de trucs, j'arrivais pas à les endormir, j'arrivais pas, tu vois, il y a des trucs, là, émotionnellement, j'avais du mal à dire non. Donc, dans le matériel, j'étais pas mal. Dans l'émotionnel, c'est un peu le bordel. Mais on n'est pas bonne pour tout. Ça, au moins, il faut savoir faire la part des choses. Heureusement qu'on n'est pas bonne pour tout, ça sera ennuyant. Voilà. Donc, c'est vrai que dans mon parcours, ça a fait ça. Après, ce que je me suis rendu compte, c'est après 10 ans de vie en bateau, que mes enfants avaient besoin. Je ne pouvais pas tout leur donner. Je ne pouvais pas et être maman, et être professeur, et être marin, et être capitaine, et avoir un peu ma vie à moi, et cuistot. Et je rentrais dans des rages quand je faisais l'école avec Maloé qu'elle ne comprenait pas, qui me renvoyait mes propres peurs, qu'elle soit bête ou que je sois mauvaise professeure, tu vois. Et je me souviens très bien d'avoir pris une cuillère en bois et de vouloir lui faire rentrer les mathématiques, tu sais, un coup de cuillère en bois. Je me suis dit là, je suis arrivée à ma limite, c'est bon, on arrête là. tu trouves de l'aide pour éduquer tes enfants maintenant, tu vois. Donc ça a été un petit peu le moment charnière où j'ai arrêté de voyager parce que j'avais aussi envie d'offrir aux enfants la possibilité de créer des liens à long terme avec d'autres enfants. Moi, je sais que j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai encore aujourd'hui des copines d'enfance qu'on s'est suivies dans le temps. Et c'est une espèce d'ancrage et de racines extrêmement puissant où je sais que demain j'ai un souci, je toque à leur porte et elles vont m'ouvrir parce qu'on se connaît, parce que machin. J'avais un peu envie d'offrir ça aux enfants. Donc, j'avais pas très envie de rentrer en France parce que
j'avais envie que ma vie en voyage continue, bizarrement, tu vois. Même si j'étais sédentaire dans un pays étranger, pour moi, c'est du voyage. Mhm. Donc, sur le chemin du retour en bateau vers l'Europe, on s'arrête dans des îles qui s'appellent les îles des Açores et je suis la plus éloignée qui s'appelle l'île de Flores. Je me suis arrêtée et je suis tombée en amour sur cette île pour plusieurs raisons. Si tu veux me couper, tu me dis. Hein. Moi, Vas-y, je non, non, m'arrête plus. Hein, vas-y, sinon... c'est merveilleux. Vas-y, je suis là, je vais savoir la suite. Et donc, j'avais toujours me dit, où est-ce que je pourrais m'arrêter? Alors, j'ai beaucoup aimé l'Afrique, sauf que l'Afrique, je reste blanche. Et malheureusement, ça se voit sur moi. Tu vois, je ne peux pas me fondre dans la masse et faire le poisson. Et du coup, ça me dérange un peu. Brésil, j'ai adoré le Brésil, les fruits, la nature et tout ça. Mais il y a une telle différence de niveau de vie. Il y a tellement des pauvres et des riches que ta vie, elle ne vaut pas grand-chose. Et je ne me sentais pas en super sécurité, tu vois. Et je trouvais ça injuste de vivre dans un endroit où tu as autant de... Hein. Après, les tropiques, c'était les Antilles, c'est super cool aussi, mais tu as des cyclones, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ça, c'est aussi c'est un sentiment d'insécurité. Et en arrivant aux Açores, c'était une île, donc quelque part, c'était un énorme bateau. J'étais sur l'eau, toujours, parce que j'aime l'eau. Ensuite, c'est un peu montagneux et campagnard, et il y a de l'eau en abondance. C'est-à-dire que j'ai acheté un petit bout de terre à côté d'une rivière qui coule en permanence. On n'a pas besoin de payer l'eau, par exemple. Et je sais que ça va toujours être une denrée abondante sur l'île. Alors, il pleut beaucoup. c'est là. Mais si tu veux, ça remplit en moi un besoin extrêmement archaïque de survie. Tu vois, je sens que ici, où que je vais pouvoir survivre quoi qu'il se passe autour. Parce que j'ai de la terre, parce que j'ai planté des fruitiers, on a planté à peu près 150 à 200 fruitiers, on est quasiment autonome en fruits maintenant. Donc ça fait 14 ans que je suis arrivée ici. Et donc, voilà, on a planté. J'y connaissais rien à l'agriculture, mais je me dis déjà, il faut mettre des arbres en terre, ça risque de pousser. Donc, on en a acheté plein. On a acheté des terres et puis on a planté. Et puis, j'ai appris, j'ai fait plein de bêtises. Au début, j'arrêtais pas de couper les pauvres arbres qu'on ne pouvait plus, qui n'arrivaient pas à pousser. Et puis après, j'ai compris que, bon, on va les laisser grandir, on va se calmer. Et après, une fois que tu vois où sont les branches, tu peux les tailler, tout ça. Donc voilà, mon parcours de vie est celui-là. En tant que kiné aussi, je travaille. Et tous les matins dans les jardins et les fruitiers. Et les après-midi, je les consacre à tout ce qui est plutôt intellectuel, on va dire. Méditatif ou spirituel. Mais tu disais une chose avant qu'on commence, hein, c'est que tu as toujours donc commencé des choses, enfin tu as toujours pas seulement commencé, mais fait des choses sans être préparé. Donc tu me disais que tu n'as pas certaines peurs que les gens ont. Alors ça, c'est rigolo dans mon parcours. Je sais pas, je crois savoir d'où ça vient, mais j'ai pas de peur physique. C'est-à-dire que j'ai pas peur de me faire mal, j'ai pas peur de faire des choses un petit peu extrêmes, j'ai pas peur de mourir. Et en fait, je vais raconter, je sais pourquoi. C'est-à-dire quand j'étais petite, mon papa est décédé, j'avais 7 ans et j'ai pas su comment il était mort, c'était tabou, on n'a pas voulu me le dire. Donc je l'ai imaginé dans son lit, en train de tout doucement perdre la vie, tu vois, une espèce de mort merveilleuse. Sauf que moi, j'ai eu conscience que demain, on peut mourir. Tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai eu cette espèce de soif, mais je n'étais pas forcément traumatisée, mais j'étais à l'école, je disais au professeur, je suis désolée, j'ai pas très envie de faire vos travaux, j'ai envie de jouer, parce que demain, ça se trouve, je suis plus là, quoi. Et donc j'ai toujours eu cette envie de voyager, de bouger, de ne pas avoir peur, en définitive, ni de me blesser, ni de sauter, ni de... très peu de peur physique, un peu plus de peur émotionnelle. Hein. On y vient de ne pas être aimé, de ne pas être gna. Mais physiquement, c'est pour ça que je suis partie en voyage. J'ai fait un voyage en Dominique, au milieu de la forêt, paumée, au milieu de nulle part. Je ne pensais pas qu'il y avait des animaux dangereux. En définitive, il y en avait. Mais bon, j'ai mon ange gardien qui a du boulot et qui me garde. Mais c'est vrai que je n'ai pas de peur physique.
et mes expériences aussi d'accouchement naturel Mm. découlent de ça. C'est-à-dire que un des éléments très phares dans mon parcours qui m'a été donné de vivre est l'accouchement de mon deuxième enfant que je voulais faire à domicile. Parce qu'en tant que kiné, j'ai pas mal travaillé dans les hôpitaux et je me sens pas, c'est le boulot quoi. Donc ça m'intéressait pas d'y aller là. Donc j'avais demandé à une sage-femme de m'aider à accoucher de mon deuxième enfant. Et en fait, il y avait mon compagnon de l'époque plus la sage-femme. Lui, il était médecin, mon compagnon de l'époque, et la sage-femme qui s'entendaient pas très bien. Et donc, je me suis dit, oh là là, je vais appeler la sage-femme au dernier moment pour pas avoir les deux, tu vois, qui se chipotent là. Et en fait, j'ai tellement bien attendu que la sage-femme, elle a peu le temps de venir. Okay. Et donc, je raconte ça dans une vidéo YouTube, en fait, où j'ai senti le bébé qui sortait. Donc, j'ai dit à mon compagnon, vite, appelle la sage-femme. Et en 5 minutes, le bébé est né. C'est-à-dire que je suis retournée dans le bac de douche pour savoir où ça en était l'histoire. Et j'ai commencé à rentrer en panique et à me faire des films de terreur dans ma tête, à dire oh là là, je suis toute seule dans le bac de douche. Et il y a eu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit ma cocotte, t'as voulu, t'y es, t'assumes, alors tu te calmes. Et donc retrouve des moyens, tu vois, pour te. Et en fait, ce que je raconte dans la vidéo, c'est que j'ai eu l'espèce d'intuition merveilleuse comme j'étais toute seule. Quand j'étais dans cette sensation de douleur, pour me détendre, en fait, j'ai touché mon clitoris. J'avais jamais entendu parler de ce moyen-là comme analgésique, mais c'est magique. J'avais plus mal. Et donc, j'ai eu mon bébé toute seule dans mon bac de douche, de la manière la plus naturelle qui soit. Et j'ai compris du coup des trucs parce que j'étais toute seule. Il a fallu que je trouve des ressources, tu vois. Et cette espèce de confiance dans le corps, de ne pas avoir de peur, m'a permis, si tu veux, de ne pas dire « Oh, secours !» et d'appeler mon compagnon à l'aide alors qu'il ne pouvait rien faire, le père, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, c'est une espèce de mélange de ma personnalité qui a créé cet événement-là. Et j'ai eu encore 2 autres enfants ensuite que j'ai eu l'accouchement que j'ai fait toute seule. En plus, dans mon île où je suis, où il n'y a pas de maternité ni rien, donc sans filet, sans sécurité sociale. Et voilà, maintenant, je suis en train de passer dans une phase de ma vie où je me rends compte qu'il faut que je explique aux femmes qu'il faut qu'elles arrivent à gérer leur peur vis-à-vis des accouchements et tout ça. Ce que je viens de me rendre compte quand tu expliques ça, c'est que tu aurais très bien pu appeler ton compagnon vu qu'il était médecin, mais tu as gardé ton pouvoir. Tu ne lui as pas donné ton pouvoir. Parce que quand tu fais appel à un médecin, même un thérapeute, même un coach, c'est la même catégorie, hein. On parle d'autre chose, mais c'est toujours la même dynamique, ou le prêtre aussi, tu lui donnes, enfin, la personne donne son pouvoir à l'autre. Et ça c'est fondamental, c'est vraiment, je viens de me rendre compte de ça, parce que je ne savais pas qu'il était médecin. Mais c'est vrai que tu aurais pu l'appeler pour 2 raisons, parce que c'était ton compagnon et surtout parce que c'était un médecin. Voilà. Et tu n'as pas fait ça. Mais j'avais senti aussi dans son parcours, parce que c'est le deuxième papa de mes 4 enfants. Tu as bien dit au départ, j'avais 4 enfants et 4 papas. Bah, je sais parce que tu me l'as dit, mais bon, je ne vis pas avec toi. C'était mon problème, c'était les hommes avant. J'avais plein d'autres trucs, ça marchait très bien, mais moi et les hommes, ça n'a pas bien marché jusqu'à 40 ans. Mais bon, c'est bien, j'avais un truc à apprendre. Et donc, en fait, lui, il n'avait pas eu de premier accouchement, contrairement à moi. Et donc, il m'avait déjà dit des trucs genre, oui, on va te sonder pour quand tu feras l'accouchement naturel, on va te mettre une sonde dans l'urètre. Mais j'ai dit, n'importe quoi. On va rien me mettre dans le… Et donc, quelque part, j'avais pas tellement confiance en ses capacités d'accoucher, tu vois. Heureusement. Voilà. Mais par contre, ce que tu as dit, c'est super sympa, c'est-à-dire que, et c'est vraiment le message que je veux beaucoup dire aux femmes par rapport à l'accouchement, quand tu prends la responsabilité totale de ton accouchement, que tu ne délègues pas de ce qui va t'arriver, c'est merveilleux parce que tu prends une force, et c'est vraiment ce qui s'est passé où on m'a dit, t'as voulu, t'y es, maintenant t'assumes, et ben ça m'a donné une force
incroyable de me dépasser et de me dire, ok, je vais y arriver. Je suis toute seule, je me démerde et je vais y arriver. Et du coup, toutes mes peurs, elles ont fait cluc, ça s'est éteint. Et c'était solution. Vas-y, cherche. Tu vois? Okay. Et ça marche. Et puis pour, enfin, je sais pas si c'est pour finir, mais enfin pour continuer, tu chantes. Ah oui, alors, je chante tout à Elle fait. oublie, elle oublie ce qu'elle fait, hein. Elle s'est perdue dans les fruitiers. J'ai perdu dans les fruitiers. Oui. Bon, c'est arrivé par hasard. C'était quand justement la chanson est venue grâce à mes embrouilles avec les hommes. C'est-à-dire que je chantais pas, j'étais pas musicienne, je chantais un peu, j'ai chanté chez les scouts, mais pas bien. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule avec 3 enfants et la guitare, j'ai pris la guitare parce que j'avais personne pour me garder mes enfants, parce que j'étais toute seule ici, sans famille, sans rien. Et la guitare était le seul moment où les enfants, ils s'asseyaient, ils écoutaient, ils me sollicitaient pas. Donc ça a été un petit moment c'était mon moment de, comme une méditation en fait. Ça a vraiment été là. Et donc, du coup, comme ça faisait du bien, j'ai continué jusqu'au jour où est arrivé un choc émotionnel et ça a été ma première chanson où, le même jour, 4 hommes m'ont ils tirent pas par différents copains, par différents trucs, des histoires de police, des histoires de tribunal, des histoires de voilà. Et je suis rentrée chez moi, tu sais, cette espèce de choc émotionnel où le policier que j'avais été voir pour me plaindre une xème fois d'avoir un ex-compagnon qui était en train de me harceler, on va dire les choses comme elles sont, et le policier m'a dit, madame, on ne peut rien faire pour vous, si vous voulez être écoutée, allez à l'hôpital, parlez avec une psychologue, c'est pas lui qui est malade, c'est vous. Et donc ça m'a énormément perturbée. Je donnais beaucoup d'importance à l'image que les autres avaient de moi, et pas que moi à moi. Et donc, je suis arrivée chez moi complètement abasourdie, posée dans le canapé, hébétée, tu vois. Et là, j'ai dit, encore une fois, non, je ne vais pas laisser personne me rabaisser et encore moins à cause de ces salopards. Je refuse de passer une mauvaise journée. Donc, j'ai pris ma guitare. J'ai dit, il faut que j'apprenne quelque chose de cet événement. Il faut que tu vois, que je vais utiliser cet événement horrible pour apprendre quelque chose. Et donc, j'ai pris ma guitare, je connaissais 3 accords, j'ai fait mes 3 accords et j'ai fait. Je suis allée voir les policiers, c'était pas une bonne idée. Aller au tribunal, mais j'ai rien fait de mal. Et qu'est-ce que je dois faire pour vivre en paix? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre en paix? Et c'était mon refrain. Et plus je chantais la chanson, et c'est là où j'ai dit, je me suis rendu compte que, et ce que je dis, c'est que vu ce qui m'arrive, il y a un moment, je dois être responsable d'un truc là-dedans. Donc, il faut que j'apprenne à voir où j'ai ma responsabilité dans cette histoire-là pour enfin vivre en paix. Et en fait, ça a été ma première chanson que j'ai écrite. Et à la fin de cette journée qui avait commencé de manière absolument horriblissime, ça a été la plus belle journée de toute ma vie. Parce que j'étais là, ouais, je sais faire des chansons. Et j'en ai fait un mantra. Et donc après, dès que j'avais un petit souci, une petite tristesse, un petit machin, je prenais la guitare, je faisais une chanson et ça me guérissait, tu vois, d'un événement négatif. Et alors mes chansons, du coup, ça fait 10 ans que j'ai commencé la chanson et là, cette année, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui savait enregistrer correctement, tu vois, je me suis améliorée en fait. Et puis j'ai commencé à apprendre d'autres instruments. Et donc j'ai sorti mon premier album cette année qui sont les 10 premières chansons de ma vie. Il s'appelle Inassouvi parce que j'étais pas du tout assouvie. Il y avait plein de trucs qu'il fallait que je gère. Et c'est des chansons qui sont nées avec 3 accords et rien, si tu veux. C'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que j'ai pas peur du ridicule. Enfin, là, de ce côté-là, j'avais pas peur d'essayer et de faire et de me lancer parce que ça me faisait du bien. C'est merveilleux. Et je n'avais pas du tout l'intention de faire un CD. Tu vois, c'est venu par hasard parce que la musique et la créativité me permettaient de transmuter mes mauvaises émotions en quelque chose de positif, quoi. Donc voilà. Et du coup,
J'en ai 50 de chansons. J'ai eu plein d'émotions, plein d'aventures. Et donc, j'ai encore 2 CD au moins à sortir. Voilà. Super. Waouh. Écoute, je ne sais pas pendant combien de temps on a parlé, mais c'est intense, c'est merveilleux et c'est toi, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi, Béatrice, d'être devenue mon amie. C'est vraiment un soutien que tu es là. Et merci beaucoup. Je sens vraiment ton soutien. Merci aussi à toi. Et puis, je mettrai donc le lien aussi de tes vidéos YouTube sur ton premier accouchement sans douleur, disons comme ça, dans le plaisir. C'est pas seulement sans douleur, c'est vraiment dans le plaisir. On peut accoucher avec le plaisir, en jouissant. Alors moi, je n'irai pas jusque-là, parce que ce que j'ai senti, moi, c'est que ma douleur, elle a fait du jou. Et c'était pas que j'étais dans le plaisir. J'ai vu des femmes qui ont vraiment accouché dans le plaisir. C'était pas mon cas. Moi, c'est genre, tu prends un médicament pour couper la douleur. Oui. Mais j'en étais pas encore au point de wouh, c'est trop cool, quoi. Oui. Mais c'est bien. Mais je sais que ça existe. Voilà. Bon, c'est bien, c'est bien. Et donc, je mettrai des liens. Je mettrai aussi, je sais pas s'il y a un lien pour. Il doit y avoir un lien aussi pour le CD que tu as créé aussi. Oui, tout à fait. Okay. Si tu veux, je te les enverrai aussi. Oui, tout à fait. Ok, merci. Et puis peut-être à la prochaine, on ne sait pas, on verra bien si on va créer quelque chose d'autre, toutes les deux, là, ou avec quelqu'un d'autre. Avec plaisir, hein. Ouais. Avec grand plaisir. On peut parler de plein de trucs aussi, autonomie alimentaire, comment faire ses propres conserves, faire sa propre huile essentielle. Enfin bon. L'avantage de ne pas travailler 8 heures par jour, c'est que tu as du temps pour découvrir d'autres choses. Donc, on fait pas mal de trucs. Faire son propre fromage, tout ça. Ok, Camille. Plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.